Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter de la destinée et de l'œuvre de 6 compagnons d'Alexandre le Grand, donc grec ou macédonien, à la fois philosophe, historien et chroniqueur, dont en fait les récits ont servi de source primaire pour quelques-uns des historiens antiques de l'histoire d'Alexandre, notamment pour les plus connus, Diodore, Arrien et Plutarque. Donc il s'agit de Callisthène, d'Aristobule, de Néarque, d'Onésicrite, de Carès et enfin de Ptolémée. Alors, leurs existences sont relativement bien connues pour les plus importants d'entre eux, mais il faut bien voir que leurs œuvres littéraires ont malheureusement toutes disparu à travers les vicissitudes de l'histoire. Il faut bien voir que l'épopée d'Alexandre nous est connue que par des historiens antiques beaucoup plus tardifs. À voir par exemple que le récit le plus ancien de l'épopée d'Alexandre est le livre 17 de Diodore et date de 2 siècles après les événements. Donc on va dire que ce sont des sources de seconde main qui utilisent les sources littéraires dont on va parler, donc la plupart évidemment des compagnons qui ont suivi directement la conquête. Alors d'après les sources indirectes qui les utilisent, leur récit s'avère précis et fiable, laissant peu de place à la fabulation ou à la moralisation. Alors j'évoque ici uniquement les personnages qui ont accompagné la conquête. J'ai donc mis de côté Clitarque d'Alexandrie, donc contemporain des événements, mais qui n'a pas participé à l'épopée et qui a rédigé quelques années plus tard une histoire d'Alexandre. Et d'ailleurs, donc j'évoque son œuvre qui a été la source de Diodore et de Quincurse dans une autre vidéo, donc appelée la Vulgate d'Alexandre. Donc je ne vais pas évoquer ici le cas de Clitarque. Alors je base mon propos sur des articles Wikipédia que j'ai eu l'occasion de rédiger ou de compléter pour la plupart d'entre eux, donc c'est un sujet que je connais un peu. Après, bon, les articles n'ont pas la prétention d'être exhaustifs, voilà pour le coup. Alors pour ceux qui s'intéressent, je renvoie à l'œuvre de Yannick Auberger, qui a écrit un livre qui s'appelle Historien compagnon d'Alexandre, avec des quelques sources littéraires. On a gardé quelques fragments traduits du grec, bien sûr. Alors, on va commencer par Callisthène. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre logique, mais je tenais à commencer par ce personnage-là, donc qui est un historien grec qui est né à Olynte. Donc, on est là en Chalcidie, donc la péninsule qui a été annexée par la Macédoine du temps de Philippe. Et il est ni plus ni moins que le neveu d'Aristote, dont il a reçu l'enseignement. Et il est l'historiographe officiel d'Alexandre, donc on pourrait dire le chroniqueur royal, au début de la conquête, avant d'être placé en captivité après une conjuration, et il terminera sa vie en prison. Alors bien voir qu'il a, on va dire, été victime d'une forme d'usurpation, parce qu'on va distinguer aussi le pseudo-Callisthène, dont je parlerai à la fin. Donc c'est pour ça que je commence par celui-là, parce qu'il est quand même assez important, et il y aura une longue postérité à travers l'histoire. Donc je vais commencer à chaque fois par une petite biographie, puis je terminerai par une analyse de l'œuvre. Donc Callisthène est donc le neveu d'Aristote, et Aristote va le former. Alors, on sait bien sûr qu'Aristote a pendant été quelques années le précepteur d'Alexandre, enfin ce fut pas le seul, il y avait également d'autres nobles macédoniens. Et en fait, il reçoit donc l'enseignement de son oncle à Assos en Asie mineure, où Aristote s'est installé en 347. Sachant qu'il a créé une forme de succursale de l'académie, avec comme autre élève illustre le philosophe Théophraste. Alors vers 335, Callisthène rejoint Alexandre durant la conquête de l'Anatolie. Donc il n'est pas parti tout de suite avec l'expédition 336.
et il reçoit la mission d'écrire le récit de la campagne d'Alexandre, dont il envoie des comptes rendus très régulièrement en Grèce et en Macédoine. Alors à voir aussi qu'il aurait envoyé à Aristote un recueil d'observations astronomiques trouvé à Babylone, donc des observations qui ont commencé en 2230 avant notre ère, 2000 ans d'observations astronomiques. Donc il va explorer aussi lors de son passage en Égypte la région du Haut-Nil, et il en fait un rapport à Alexandre. Alors Callisthène est un personnage de mœurs sévères, et il va donc blâmer les différents excès auxquels se livre Alexandre. Alors il refuse de reconnaître sa divinité et a le malheur de lui déplaire par des railleries. Et il estime que Alexandre boit trop, et Callisthène refuse d'ailleurs de boire des coupes remplies de vin, une grande coupe appelée coupe d'Alexandre. Et il aurait dit, je ne veux pas boire la coupe d'Alexandre pour finir ensuite chez Asclépios, le dieu de la médecine. Alors là où ça va aller un petit peu plus loin, et ce qui va participer à sa disgrâce et à sa mort, c'est qu'en 327, Callisthène adresse une protestation officielle au roi, quand celui-ci cherche à imposer à ses officiers la proskinèse, qui est donc la prosternation selon le rite perse. En clair, ses hôtes, ou même les nobles, s'agenouillent et lui baisent le pied. Alexandre finit par donc renoncer à ce cérémonial face à l'hostilité de la frange conservatrice de la noblesse macédonienne, mais il ne pardonne pas à Callisthène d'avoir osé braver son autorité, et il est finalement jeté en prison, donc à Bactre, après la conjuration des pages, qui est en fait, donc en 327, des pages, donc des jeunes nobles macédoniens, auraient tenté d'assassiner Alexandre, parce qu'ils l'accusent de vouloir adopter les mœurs perses et d'être beaucoup trop conciliant envers les barbares. Et en fait, il est impliqué par l'un des pages, qui donc terminera mort et torturé, qui s'appelle Hermolaos, qui va donc accuser Callisthène d'avoir suscité cette conjuration. Et donc, sans autre forme de procès, Callisthène est jeté en prison et il meurt quelques mois plus tard en captivité. Alors, Callisthène aurait par ailleurs envoyé une lettre à Aristote, mais on pense qu'elle est apocryphe, mais enfin, dans cette lettre, il condamne les dérives tyranniques d'Alexandre. Et d'ailleurs, on pense que la mort de Callisthène amène finalement Aristote à s'éloigner de son ancien élève. Alors, à voir Callisthène, avant donc de rejoindre Alexandre, avait déjà composé 2 ouvrages dont il ne reste rien, une histoire grecque et une histoire de la guerre sacrée, donc les guerres autour de Delphes. Donc il va commencer donc en Asie une histoire d'Alexandre, dont le récit s'arrête en 328, sachant qu'évidemment l'année suivante il est jeté en prison. Alors, on a gardé quelques fragments de Callisthène. Alors, le dernier fragment attesté date en fait de la bataille de Gaugamel, donc en 331, mais dans sa géographie, au livre 11, Strabon évoque donc nommément, d'après Callisthène, le fleuve Yarxarthe. Donc on est là en Asie centrale, que les Macédoniens ont atteint en 328. Alors cet ouvrage semble avoir été largement utilisé dans l'Antiquité, bien que son impartialité soit forcément douteuse, puisqu'il s'agit d'une chronique officielle.
et on retrouve quelques passages dans l'Anabase d'Arien, ainsi que dans une vie d'Alexandre fragmentaire par un dénommé Amintianus. Alors, on retrouve également quelques fragments de Callisthène dans les histoires de Polybe, et Polybe se permet de les commenter, de les critiquer ou de les rectifier. Et à voir donc au IIIe siècle de notre ère, un Égyptien, en tout cas un Alexandrin, a écrit la vie et les hauts faits d'Alexandre de Macédoine en prenant le nom de Callisthène. On l'appellera donc plus tard le pseudo-Callisthène, donc il n'a évidemment rien à voir avec l'œuvre du premier. Alors c'est une version, on pourrait dire, affabulatrice, qui contient les grands épisodes qu'on retrouve chez les historiens, mais avec beaucoup de fables et de légendes. Et c'est de ce récit donc, du pseudo-Callisthène que vont dériver de très nombreuses légendes, vies, romans, histoires ou exploits du conquérant macédonien qui vont se multiplier à la fin de l'Antiquité. Alors, le pseudo-Callisthène, qui est donc bien une seule personne, est un historien plutôt médiocre, mais qui a composé son récit à partir d'une correspondance forgée et apocryphe, en insérant des éléments de la tragédie grecque. Alors, bien voir que, parfois on retrouve souvent l'erreur, mais le pseudo-Callisthène n'a pas écrit le roman d'Alexandre. Le roman d'Alexandre, en fait, a été composé au XIIe siècle en langue romane, d'où le titre roman d'Alexandre, et c'est l'une de ces versions donc, qui est attribuée à Alexandre de Bernay, qu'on doit d'ailleurs le nom d'Alexandrin, parce qu'elle est écrite en vers de 12 syllabes. Donc il faut bien suivre, parce que le pseudo-Callisthène a été repris au Moyen-Âge pour le fameux roman d'Alexandre, qui est le best-seller absolu des temps médiévaux, à part si on met de côté la Bible. Mais attention, comme on le voit souvent parfois par erreur, c'est pas le pseudo-Callisthène qui a écrit le roman d'Alexandre, c'est des versions plus tardives qui s'inspirent du pseudo-Callisthène. Voilà, je vais conclure là-dessus, sur cette première longue partie, on fera plus court pour la suite, il y a peut-être moins à dire. Alors, le suivant, il s'appelle Aristobule. Donc, il est né vers 380, mort en 290. Alors, il est grec, on pense qu'il est né en Phocide, mais en tout cas, donc, il est ingénieur et architecte dans l'armée macédonienne durant toutes les campagnes. Et il s'avère être un proche, on dirait, d'Alexandre, qui lui fait confiance, et il est d'ailleurs, en tant qu'ingénieur, chargé de réparer le tombeau de Cyrus le Grand à Pasargade. Donc après la mort d'Alexandre, il retourne en Macédoine et s'installe dans la cité de Cassandreia, donc en Macédoine, qui était formée par synocisme sur le site de l'ancienne Potidée, donc fondée bien sûr par Cassandre de Macédoine, donc le régent de Macédoine. Et donc à un âge déjà assez avancé, il va commencer à rédiger des mémoires, un récit principalement géographique et ethnologique. Alors son récit a disparu, mais il survit à travers les citations d'autres auteurs. Et son travail a surtout très largement inspiré Arien, qui le cite plusieurs fois dans l'Anabase, et Plutarque l'utilise également comme référence dans sa vie d'Alexandre. Et il serait mort à l'âge bien avancé de 90 ans. Alors pour revenir donc à ses mémoires, à un âge déjà donc bien avancé de 84 ans, il entreprend de publier donc un récit de la conquête d'Alexandre. Et on pense qu'il aurait commencé à rédiger un compte-rendu dès le règne d'Alexandre. Alors, elles ont été publiées donc dans la période 305-295, et elles représentent une tradition historique d'une autre œuvre contemporaine, qui est celle de Clitarque, dont j'ai parlé en préambule, qui est une version peut-être un peu plus affabulatrice, qui a inspiré la Vulgate, en clair, Diodore et Quinte-Curse, pour les plus connus. Alors on considère Aristobule comme un témoin digne de foi, donc que ce soit d'ailleurs les anciens ou les modernes, malgré quelques affabulations.
Et Aristobule, en tant qu'ingénieur, a pu rendre compte de la complexité des opérations militaires menées par Alexandre. Alors, son œuvre est également citée par Athénée dans les Depnosophistes et par Strabon dans la géographie, notamment pour les descriptions de l'Orient et de l'Inde. Et d'ailleurs, dans sa préface, Arrien montre tout le crédit qu'il accorde à Aristobule. Alors, on peut quand même émettre une critique parce que voilà, dès l'Antiquité, on estime que l'œuvre d'Aristobule est très favorable à Alexandre et peut même être assimilée à une forme de flatterie. Alors, ce qui n'empêche que son récit est très riche et fiable. Pour le suivant, donc c'est peut-être le moins connu ou le moins important, c'est Carès de Mytilène, donc qui est un historien d'origine grecque, donc il n'est pas macédonien, et qui est donc chambellan d'Alexandre, et il a rédigé une histoire d'Alexandre, donc aujourd'hui réduite à l'état de fragment. Alors dès le début de l'expédition, donc il accompagne Alexandre et il occupe une position élevée à la cour. On pense qu'il a été recommandé au roi par des éminents compagnons donc, qui viennent de Mytilène, à savoir Laomédon et Erigios, qui font partie des quelques compagnons de haut rang qui ne sont pas macédoniens, mais on dirait grecs, en tout cas grecs des cités. Alors après 330, au moment où Alexandre commence à adopter le cérémonial achéménide, il devient l'huissier royal, ce qu'on appellerait, on dirait, chambellan. Donc il est chargé d'introduire les hôtes de marque et les étrangers, un cérémonial emprunté à la cour perse. Il est donc bien informé sur les événements quotidiens à la cour et un témoin oculaire, comme le meurtre de Clétos, l'épisode de la proskinèse, la disgrâce de Callisthène ou les noces de Suse. Donc il a écrit, alors à une date inconnue, une histoire d'Alexandre en 10 tomes qui raconte la vie privée du roi, et on dispose actuellement de 19 fragments, dont quelques fragments du livre 7 qui ont été transmis par Athénée de Nocratis. Alors l'ouvrage semble présenter un grand intérêt pour l'historien social et culturel, donc on le sait à travers Athénée, et c'est aussi une source de Plutarque et de Pline. Donc son œuvre est connue, on dira, par des sources secondaires. Alors pour le suivant, je vais faire relativement court parce que je l'ai déjà évoqué à d'autres occasions, c'est Néarque. Alors Néarque le Crétois, qui est un compagnon donc d'Alexandre, il a été un temps satrape de Lycie-Pamphylie et il devient navarque de la flotte royale en 325 et il est surtout bien sûr connu pour avoir piloté l'expédition entre l'Indus et l'Euphrate, donc on peut voir ici, donc qui est parti de Patala à l'embouchure de l'Indus pour aller jusqu'en Babylonie. Et donc c'est lui qui a ouvert, ou en tout cas réouvert, les routes commerciales entre l'océan Indien et le golfe Persique. Et ce récit, le récit en tout cas qui va faire de ce périple, est abondamment repris par Arrien et Strabon. Donc il est originaire de la cité de Lato en Crète, et en fait il s'établit en Amphipolis sous le règne de Philippe II, et on pense même d'ailleurs qu'il aurait reçu une naturalisation macédonienne, et il devient conseiller de Philippe II. Alors, il a à peu près la même génération qu'Alexandre, donc il est jeune, voilà, quand il sert Philippe, et d'ailleurs il fait partie, on va dire, de ses compagnons de jeunesse, parce que vers 336, il est exilé donc avec Ptolémée, Harpale, Laomédon et Erigios, dont j'ai parlé à l'instant, après une querelle à propos du mariage entre Arridée, donc un demi-frère d'Alexandre, et la fille du satrape Pixodaros. Donc, ce qui prouve quand même qu'il avait une certaine influence auprès d'Alexandre dès sa jeunesse. Donc il a visiblement déjà une expérience de navigateur, parce qu'on va lui confier une satrapie, donc la Lycie-Pamphylie, on est là à peu près ici, au sud, excusez-moi, de l'Anatolie, autant pour moi. Donc la Lycie-Pamphylie au sud de l'Anatolie, donc qui est plutôt une région littorale, donc on pense que c'est eu égard à son expérience de navigateur. Alors ensuite, il est rappelé vers 330 auprès directement d'Alexandre, et il devient donc navarque vers 325,
il obtient donc le commandement de la flotte qui doit rejoindre l'embouchure de l'Euphrate. Alors, je vous épargne les événements que j'ai déjà évoqués, hein. J'ai fait une vidéo sur le périple de Néarque. En tout cas, il va écrire par la suite un récit détaillé de ce périple, réalisé dans des conditions très difficiles. Et il se prépare à diriger l'expédition vers l'Arabie, hein, quand Alexandre disparaît en juin 323. Et donc il est présent, hein, d'ailleurs, lors du dernier banquet d'Alexandre. Donc il est l'un des rares Grecs, hein, directement auprès d'Alexandre. Quand je parle de Grecs, en tout cas non macédoniens, avec Eumène, Laomédon et Médios de Larissa notamment. Et d'ailleurs, ce qui prouve son rang, c'est que lors des noces de Suse, en 324, il épouse la fille de Barsine et de Mentor, donc qui est le frère de Memnon de Rhodes, donc Barsine qui était à un moment la maîtresse d'Alexandre. Et d'ailleurs, il tente à la mort d'Alexandre de faire reconnaître Héraclès, le fils illégitime d'Alexandre et de Barsine, comme le seul successeur. Alors, je vais faire très court durant les guerres des Diadoques, mais enfin voilà, il va prendre le parti d'Antigone et devient ensuite le conseiller de Démétrios Poliorcète, et donc le fils d'Antigone bien sûr, et il participe aux côtés de Démétrios à la bataille de Gaza, et on ignore les suites de sa carrière après 312, mais on peut supposer qu'il se soit retiré afin d'écrire le récit de son périple. Donc le périple de Néarque, donc est secondé par Onésicrite, dont on parlera tout de suite après, a très largement inspiré Arrien dans sa description de l'Inde, ce qu'on appelle Indica, donc qui est un ouvrage connu par bribes, par fragments, et connu également grâce à Strabon dans la géographie au livre 15. Et donc Strabon le cite abondamment, même si parfois il considère que ce sont des fables. Alors, Arrien se montre très fidèle au journal de Néarque, en narrant avec précision les aventures des marins, victimes de la chaleur, de la faim, de la soif, effrayés par les baleines. Et d'ailleurs, ce récit a été confirmé par les navigateurs modernes. Donc voilà pour le récit de Néarque. Alors, en parallèle, on va parler également d'Onésicrite, donc qui lui est un historien, mais aussi plus tard un philosophe de l'école cynique, disciple de Diogène de Sinope. Donc contemporain des conquêtes d'Alexandre, il a accompagné donc en tant que second la flotte de Néarque, et il est l'auteur d'un ouvrage perdu sur l'éducation d'Alexandre, qui s'appelle l'Alexandropédie, dans lequel il fait l'éloge d'un roi civilisateur. Alors les 7 livres de l'éducation d'Alexandre ont été donc composés après la mort d'Alexandre, hein. Donc en tout cas, Onésicrite a été l'élève du philosophe Pyrrhon d'Élis, et il fait partie de ces quelques Grecs, hein, qui ont obtenu des fonctions honorifiques, même s'il s'avère qu'ils ne portent pas le titre de compagnon. Donc il s'avère à la fois courtisan, navigateur, historien et philosophe, et il est déjà assez âgé quand il prend part d'abord comme interprète à l'expédition d'Alexandre. Et il est le second de la flotte de Néarque, hein, donc qui est chargé de réouvrir, hein, la route maritime entre l'Indus et l'Euphrate. Et il reçoit à ce titre une couronne d'or à Suse, hein, pour le récompenser de ses exploits. Et il a pour fils d'ailleurs le futur philosophe qui s'appelle Philiscos d'Égine. Donc comme je disais, les 7 livres de l'éducation d'Alexandre ont été composés après la mort d'Alexandre, hein, sans doute dans les années 320-310. Alors il se contente pas d'exposer les exploits du conquérant, hein, il s'intéresse surtout à décrire les mœurs et la géographie des contrées conquises, tout en livrant une part de mythes et de merveilleux. Alors, on doit à l'Alexandropédie des témoignages importants, cités comme tels par des auteurs plus tardifs, sur le périple en Inde, bien sûr, notamment à propos des gymnosophistes, hein, des philosophes nus, des brahmanes qui professaient nus. Donc Strabon raconte en effet qu'Onésicrite a demandé à un brahmane de lui enseigner sa doctrine ascétique. Alors il décrit également différentes coutumes en cours dans le Pendjab, notamment des peuples qui ont des coutumes eugénistes, hein, donc qui suppriment les enfants non viables.
Alors, à voir qu'Onésicrite, donc à travers en fait Clitarque qui le reprend, est à l'origine du mythe de la rencontre entre Alexandre et la reine des Amazones. Et d'ailleurs, Clitarque dit, hein, oui, je base mon propos sur Alexandropédie, qui, selon lui, donc Alexandre aurait rencontré Amastris, la reine des Amazones. Alors Strabon voit en lui un fantaisiste, hein. Diogène Laërce le compare quand même à Xénophon, tout en le jugeant inférieur, mais il est clair que l'Alexandropédie est une œuvre majeure, donc méconnue, mais qui a été abondamment reprise dans l'Antiquité. Alors, on va terminer par le personnage historique, en tout cas le plus connu, c'est Ptolémée, donc général évidemment d'Alexandre, l'un des principaux diadoques, un satrape et bientôt roi d'Égypte, bien sûr, fondateur de la dynastie lagide. Et donc je vous épargne hein, évidemment l'aspect historique, on connaît, que j'ai fait déjà dans d'autres vidéos, mais on sait qu'il s'est fait proclamer roi vers 305, en tout cas pas pharaon, j'insiste, hein, c'est son fils Ptolémée II qui a pris le titre de pharaon, attention, erreur récurrente, et donc à un âge déjà bien avancé, hein, vers 285, il va publier donc ses mémoires. Alors on pense peut-être qu'il avait déjà commencé avant à raconter ses mémoires. Donc c'est des mémoires aujourd'hui disparues, hein, mais qui ont servi de source principale, en tout cas c'est annoncé tel quel hein, dans leur préface, par Arien dans l'Anabase et par Plutarque dans la vie d'Alexandre, qui juge son récit comme fiable et précis. Alors certes, ces mémoires sont forcément partiales, et en tout cas, Ptolémée est considéré comme un témoin digne de foi, parce que selon Arien, il n'avait aucune raison de mentir. Alors déjà, on va considérer que ça se passe plus de 20 ans ou 30 ans après les événements, donc ce serait déshonorant, et en tout cas, il n'y aurait pas d'intérêt à mentir. Donc, en tout cas, ça c'est l'avis d'Arien. Sachant que voilà, déformer les faits après tant de temps, sachant qu'il est déjà roi, n'aurait pas eu un grand intérêt. S'il avait rédigé ça tout de suite après, on aurait pu considérer que c'était de la propagande, mais bon, si c'est fait 30 ans après, on peut considérer qu'il y a quand même une certaine objectivité. En tout cas, c'est présenté comme tel par Arien, et on sait que le récit d'Arien est relativement fiable. Alors, en tout cas, les mémoires de Ptolémée avec celle d'Aristobule présentent donc une version plus fiable, en tout cas plus précise, surtout du point de vue militaire, donc a servi à Arien, mais aussi à Plutarque dans la vie d'Alexandre. Donc c'est une tradition historique qui est différente de celle issue de Clitarque, qui a inspiré Diodore, Quincurse et notamment Troc Pompée, donc qui est repris plus tard par Justin, ce qu'on appelle la Vulgate d'Alexandre. Donc là aussi j'ai eu l'occasion de faire des vidéos hein, pour distinguer deux grandes écoles parmi les historiens antiques d'Alexandre. Donc voilà pour ce topo sur les œuvres des compagnons d'Alexandre. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt.